on est en surcapacité de production énergétique. Cette surproduction, cette surcapacité, eh bien, on pourrait l'orienter vers le minage. Est-ce que c'est une idée qui a du sens? Alors c'est plus qu'une idée qui a du sens. Ce qui est une hérésie, c'est de ne pas le faire. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, votre matinale qui s'attache à comprendre l'actualité et à éventuellement modéliser des points d'entrée ou de sortie sur les marchés financiers. On poursuit dans cette philosophie. Tout de suite, on va s'intéresser particulièrement au monde des cryptos et plus spécifiquement au monde du minage. Et pour ce faire, eh bien, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir sur le plateau de TV Finance Florent Gabriel. Bonjour Florent. Bonjour, merci. Oui, ça va, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation, Florent, c'est très gentil. Vous êtes spécialiste donc du minage, vous êtes cofondateur de Block.io, avec nous pour nous expliquer, comprendre, démystifier le monde du minage. Juste avant de rentrer dans le détail de l'actualité et de votre œil et de votre analyse, c'est quoi le minage concrètement? Le minage, si je devais le résumer très simplement, on valide et on sécurise la blockchain Bitcoin. On pourrait y venir après sur ce que c'est une blockchain, parce que c'est expliqué par des gens très intelligents mais peu intelligibles, donc on va essayer de vulgariser ça. Eh bien, vous êtes là justement pour nous aider à comprendre. Avant de rentrer dans le détail du mining, juste un mot sur l'actualité économique, l'actualité politique française. Hier, le gouvernement Bayrou a été sanctionné par les députés français. Est-ce que ça a un impact sur le monde des cryptos, sur le mining en particulier? Non, si la France avait un impact dans le monde des cryptos, ça se saurait. Et pourtant, ça pourrait l'être. Et pourtant, ça pourrait l'être, parce que justement, il y a quand même un discours très redondant de la part de nos hommes politiques, plutôt d'obédience de droite, voire d'extrême droite, qui est de dire on est en surcapacité de production énergétique. Cette surproduction, cette surcapacité, eh bien, on pourrait l'orienter vers le minage. Est-ce que c'est une idée qui a du sens? Alors c'est plus qu'une idée qui a du sens. Ce qui est une hérésie, c'est de ne pas le faire. Donc non seulement, oui, il y a l'extrême droite, le Rassemblement national, Marine Le Pen qui en a parlé, mais il y a aussi la gauche. Il y a aussi François Hollande qui en a parlé. Il y a François Asselineau qui a fait une interview complète d'1 heure et demie sur le Bitcoin. Okay. Donc toutes les obédiences sont un peu représentées, en fait, c'est ça que vous voulez dire? Oui, je pense que c'est une vague naturelle suite à ce qui se passe aux États-Unis, où les États-Unis deviennent la nation numéro 1 du minage de Bitcoin et du Bitcoin. Alors, il faudrait en parler 1 heure pour comprendre Bitcoin, et là il faut plutôt faire vos recherches pour comprendre que c'est immuable, infalsifiable et que ça répare la monnaie fiduciaire depuis les accords de Bretton Woods, la fin des accords de Bretton Woods et de l'étalon or. Le Bitcoin répare cela. Donc, il faut faire des recherches dessus parce que ça prend énormément de temps d'en parler. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Et le sujet, c'est vraiment, oui, même si on ne comprend pas Bitcoin, en France, il y a des extra-capacités. Même en Europe, on est à plus de 3000 heures cumulées par an d'énergie négative. Ça veut dire que vous payez si vous produisez de l'électricité. Je suis ancien énergéticien. J'ai travaillé sur des barrages hydroélectriques pendant... les alternateurs et les barrages, une dizaine d'années cumulées. Mais c'est une hérésie totale. Vous me montriez juste avant, on va dévoiler un petit peu les coulisses, une carte de l'Europe, et où on voit justement les prix, c'est ça? C'est ça. Les prix qui sont proposés et qui sont négatifs, du coup, par la force des choses. C'est ça, ouais. Les prix, la plupart du temps, en ce moment, sont négatifs. On n'arrive plus à moduler à la baisse. On a trop d'électricité. Donc, on dit souvent, on a un problème d'offre. Non, on n'a pas un problème d'offre d'électricité, on a un problème de demande. Parce qu'aujourd'hui, il y a un consommateur parfait pour consommer ces ENR, parce qu'en fait, avec les énergies intermittentes, on ne contrôle pas quand il y a du soleil, on ne contrôle pas quand il y a du vent. Donc par moment, on a beaucoup trop, par moment, on n'a pas assez. Et aux États-Unis, aujourd'hui, les mineurs de Bitcoin, même dans d'autres pays, on est payé pour s'effacer. On se laisse piloter par les énergéticiens, on devient une vraie béquille de l'énergéticien. Mais pourquoi on ne le fait pas alors? Je pense que c'est uniquement des raisons politiques. C'est une volonté politique. Ouais, et une incompréhension. Et une incompréhension. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est ça. Après, il ne faut pas l'oublier que c'est quand même, si vous remontez à la fin des accords de Bretton Woods, c'est le début des années 70. 71, ouais, c'est ça, 71, 73, début des années 70. En tout cas, toujours est-il que malgré tout, ça fait qu'une petite dizaine d'années que les hommes politiques, le monde est en contact et commence à comprendre ce secteur d'activité. Donc il y a peut-être une méconnaissance, mais aussi peut-être un manque de courage politique aussi.
Ah, ça, c'est un vrai problème, parce que dès qu'on essaye de faire des choses, Oui. en France, faut pas oublier que c'est un peuple on est régicide, hein. On élit quelqu'un et on veut lui couper la tête le lendemain. Ou alors, plutôt, on vote contre plutôt que voter pour depuis des années. Donc ça, c'est aussi problématique. Mais techniquement, on a les moyens de le faire. Oui. Est-ce que le fait que ce soit, alors, principalement quand même des idées qui sont reprises par l'extrême droite française, est-ce que ça peut avoir un impact sur le secteur? Non, je Non, pense pas. aucun. Je pense que, enfin, j'ose espérer dans ma pauvre naïveté que derrière un homme politique peut-être incompétent, un ministre, il y a toute une équipe très compétente qui est là depuis des années et qui maîtrise son sujet. Mais je pense que c'est plutôt un manque de courage, effectivement, d'y aller. Je pense que maintenant que les États-Unis ont engagé vraiment dans ce sens-là, peut-être qu'on va se réveiller, parce que souvent on suit quand même les États-Unis par la suite, à tel point que depuis le 1er janvier 2025, Trump a fait voter une loi pour que les personnes qui investissent dans les data centers de minage, donc toute l'infrastructure et les machines, plutôt que d'amortir sur 5 ans, on peut l'amortir, enfin on le passe directement en charge. Ce qui veut dire que c'est défiscalisé en gros. Complètement. Tant qu'on investit en fait dedans. Et il y a un autre point qui est arrivé récemment, c'est avec l'augmentation des taxes. Quasiment tous les fournisseurs chinois ont importé des tonnes et des tonnes de composants sur les États-Unis et ont ouvert des lignes de production là-bas. On peut critiquer, on peut se dire waouh, c'est une hérésie ce qu'il est en train de faire. Au final, de mon petit niveau, je le constate, il y a un retour de l'emploi et d'usines juste dans notre activité aux États-Unis. C'est même pas un retour, c'est une poursuite en fait en réalité. Oui, c'est ça, c'est une implémentation en fait en réalité. Tout ceci, est-ce que si la France arrive à aller au bout de cette idée-là, ça pourrait changer l'image de la France dans le secteur des cryptos et du mining? La France, aujourd'hui, on a la plus grande puissance nucléaire mondiale. Je ne parle pas niveau armement, je parle niveau énergétique. On est très avancé dessus. On est les meilleurs dessus, même si on a mis énormément de temps à sortir l'EPR de Flamanville. Aujourd'hui, les réacteurs sont à peu près à 60% de pouvoir de charge. Ils sont à 60% de leur capacité parce qu'on n'arrive plus à moduler à la baisse. C'est pas bon pour les réacteurs. Les réacteurs sont faits pour à 100%. Si aujourd'hui, EDF ou la France utilisait la totalité de son extra capacité pour miner du Bitcoin, on serait les premiers. On serait les leaders mondiaux. C'est des milliards chaque année qui fuient et que l'on ne mine pas, que l'on ne produit pas en France. Et pourtant, on se pose encore la question de qui va payer le grand carénage, c'est-à-dire de payer, de financer les centrales nucléaires et leur démantèlement et la reconstruction. Et ben aujourd'hui, il y a un plateau d'or sur la table et personne ne veut le regarder. Et que fait le lobby alors du mining? Il y a un lobby du mining en France? Oui, c'est l'ADAN. Donc nous, on est membre avec Block.io. Donc l'ADAN, il y avait encore une réunion avant-hier. L'ADAN, d'ailleurs, que je remercie parce qu'ils ont mis... pareil, ils ont fait du lobbying, car une des filiales d'EDF, Exaion, qui aujourd'hui fait du minage, mais d'une autre façon, pas du minage de Bitcoin, mais de la validation de crypto-monnaies, en tout cas qui est des data centers orientés version crypto-monnaie, a failli être vendu aux Américains, donc à Marathon Digital, qui pèse des milliards côté en bourse, pour 160 ou 170 millions. C'était trop petit, effectivement, donc c'est un peu passé sous le radar, et la DAN a tapé du poing en disant... ça doit rester français. Ça doit rester français. En tout cas, faites observer ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de vendre quelque chose de stratégique. Quelque chose de stratégique. D'autant plus, alors c'est ce que vous me disiez, pareil, également en off, que, on a un retour d'expérience aujourd'hui. On est capable de dire que, même si c'est du nucléaire, à terme, in fine, en bout de chaîne, ça peut ressortir comme étant une énergie très propre. Complètement, c'est décarboné déjà de base. Il n'y a pas plus propre que le nucléaire aujourd'hui. Et je tiens à dire que toute énergie est polluante. En fait, toute activité de l'homme est polluante. On va me dire, est-ce que Bitcoin pollue? Évidemment. La réponse est oui. Est-ce que Bitcoin ne pollue pas? La réponse est oui. C'est-à-dire, en fait, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, justement, immuable, infalsifiable, qui permet d'émanciper des peuples, de bancariser des populations? C'est vrai que nous, en tant qu'occidental, on ne s'en rend pas compte. On peut acheter notre baguette de pain, on fait un sans contact. Le Bitcoin, il ne va pas nous servir à payer tous les jours. Mais c'est une vraie réserve de valeur aujourd'hui. Qui va venir en compense, qui pourrait compétitiver, qui pourrait venir en concurrence des monnaies nationales, du coup, de l'euro? Ça a du sens? Je pense que non, ça ne... Enfin, de mon point de vue, il y a des gens qui vont dire oui. Moi, je pense que ça ne remplacera pas la monnaie fiduciaire. En tout cas, du coup, pas demain, peut-être jamais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a que 21 millions et jamais un de plus. Oui, mais il y a d'autres crypto-monnaies. Il y a l'Ethereum notamment, là, le rallye. L'Ethereum est illimité. L'Ethereum n'a pas du tout le but de devenir une monnaie. C'est des smart contracts, ça veut dire des contrats intelligents qui s'exécutent. C'est plutôt un objectif industriel et de programmation sur Internet.
plutôt qu'un objectif d'être une monnaie ou une réserve de valeur ou quelque chose qui permet de faire des transactions. Bitcoin a été vraiment conçu pour ça et il n'y a que Bitcoin aujourd'hui qui respecte tous ces principes d'être décentralisé, immuable, infalsifiable. Décentralisé, quand c'est proposé par les plus grands fonds d'investissement de la planète, il y a quand même une décentralisation qui devient de plus en plus, je dirais, utopique, non ? Alors, c'est peut-être une centralisation des fonds, mais c'est une décentralisation du réseau. Il ne faut pas confondre les deux. C'est-à-dire que les fonds sont peut-être centralisés de plus en plus. Les riches commencent à accumuler du Bitcoin de plus en plus. Ça, c'est malheureusement déjà un indice. Les banques, au début, bloquaient les virements vers des plateformes d'achat de crypto-monnaies. Et aujourd'hui, les banques font des filiales et intègrent les crypto-monnaies et le Bitcoin. Donc, on voit que tout est en train de changer. Un peu comme l'arrivée des néobanques à l'époque, où on a dit attention, c'est le diable, n'y allez pas. Et elles ont toutes été rachetées par les grandes structures bancaires. Non, c'est pas, on peut centraliser des fonds. Et encore, il ne faut pas oublier que ce n'est pas BlackRock qui détient les Bitcoins. Il y a des gens qui ont l'ETF Bitcoin de BlackRock qui détiennent les Bitcoins. Mais en tout cas, ça a créé un appel d'air extraordinaire, en tout cas pour les crypto-monnaies. Si on en revient à l'actualité pure du minage, on voit qu'on est sur des points hauts du mining, qu'on commence à rencontrer des difficultés pour miner. Ça va perdurer, c'est lié à quoi? Comment on les explique, ces difficultés Alors, actuelles? ce n'est pas des difficultés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est déjà comment fonctionne la blockchain avant de comprendre le minage. Et la blockchain, c'est très simple. En fait, c'est un grand registre comptable décentralisé. Imaginez un grand bouquin. Et toutes les transactions que vous allez faire vont s'inscrire dedans. Là où quand vous souhaitez faire une transaction avec votre banque, il y a un serveur de la banque qui va dire oui ou non, ça passe, la compliance, oui ou non, ça passe. Sur Bitcoin, ça ne fonctionne pas comme ça. Votre argent va partir de votre coffre-fort virtuel, donc de votre wallet, et va partir sur un autre portefeuille. La personne qui va valider cette transaction, ce n'est pas un banquier, ce n'est pas un serveur informatique. C'est la communauté. C'est exactement, c'est toutes les machines du monde qui vont, grosso modo, une page se tourne toutes les 10 minutes. Une fois qu'une page se tourne dans ce livre comptable, ce tampon comptable, c'est immuable, infalsifiable, incensurable. Pour que cette page se tourne, il y a un code secret à trouver à la fin de la page. Toutes les machines de minage du monde vont essayer de trouver ce code. La machine qui va trouver le code va remporter une sorte de récompense, va remporter une récompense qui est l'intégralité des frais de transaction qu'il y a eu sur la page, plus la création de nouveaux bitcoins. D'accord. Et du coup, et elle va avoir le droit de vérifier toutes les transactions. Oui, tu avais bien 0,2 BTC, je viens de créditer les 0,2 BTC. Toutes les autres machines du monde vont vérifier que c'est bien vrai, c'est bien vrai, et c'est validé. C'est ça le minage. C'est ça le minage. Et en fin de compte, les récompenses fixes, au début, c'était 50 bitcoins toutes les 10 minutes par page. C'est gigantesque. Et ça divisé par 2 tous les 4 ans. Ce qu'on appelle le halving. Exactement. Qui a eu lieu début avril, je crois. L'année dernière, donc il y en a le prochain dans 3 ans. Aujourd'hui, on est à 3,125 bitcoins par page toutes les 10 minutes pour toute la planète. Et c'est ça qu'on appelle toute la planète. Voilà. Et la difficulté de minage, c'est encore quelque chose d'autre. Donc imaginez que cette récompense est une pépite d'or qui divise par 2 tous les 4 ans. Imaginez que la complexité à trouver ce mot de passe, je fasse une analogie avec un tas de sable. On met cette pépite d'or dans un tas de sable et qu'on est tous les deux au début du réseau Bitcoin. On cherche à main nue. Et si on trouve plusieurs fois de suite cette pépite d'or en moins de 10 minutes, par exemple en 5, l'algorithme va le détecter et il va faire doubler la complexité de minage. Donc la prochaine fois, statistiquement, on la trouve en 10 minutes. Donc le tas de sable va doubler. Aujourd'hui, on n'est plus sur un tas de sable, on est sur une montagne géante. C'est ça, mais alors quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est du génie. L'intérêt, c'est que le réseau Bitcoin soit toujours sécurisé. Parce que ça sera toujours rentable pour quelqu'un. D'accord, oui. L'erreur de journaliste, c'est de dire le coût de production d'un Bitcoin est de, je sais pas, 42 000. 40 000 $, voilà. Effectivement. Ouais. C'est vrai et c'est faux. Parce que l'erreur que font les traders, c'est de croire que le Bitcoin ne peut pas descendre en dessous de 42 000. Alors déjà, le marché, il en a rien à faire des mecs qui minent du Bitcoin. C'est ça. Il ne paye pas à ça. Et deuxièmement, c'est complètement faux. Parce que si notre machine, dernière génération, elle coupe aujourd'hui à 42 000, si le Bitcoin tombe à 42 000, tous les autres bulldozers, parce qu'aujourd'hui on n'est plus à main nue sur cette montagne, ils vont débrancher parce qu'ils vont plus être rentables, les machines de génération d'avant, ou quelqu'un qui paye plus cher l'électricité, eux vont débrancher. On va mettre plus que 10 minutes sur cette montagne à trouver la pépite d'or, donc la montagne va diminuer de taille. Et ça redevient rentable. Et le coût de production d'un Bitcoin sera de 20 000. Donc et si ça tombe à 20 000, et le coût de production sera de 10 000. Et ainsi de suite, il n'y a jamais de fin. Donc en fait, il n'y a jamais de haut. Il n'y a jamais de fin, c'est totalement analytique. Donc les difficultés, les éventuelles difficultés rencontrées aujourd'hui, en fait, c'est juste lié au fait qu'il y a plein de monde actuellement, il y a plein de mineurs en fait. Et de plus en plus, en fait, la difficulté avec un qui cours monte, à 120 000, c'est ça. De toute façon, ça intéresse tout le monde du coup. La difficulté qui monte, c'est très simple. Pour 2 raisons.
Aujourd'hui, Bitcoin est le protocole le plus sécurisé au monde. Quelqu'un qui voudrait attaquer Bitcoin, il faudrait X centrales nucléaires, il lui faudrait X semi-conducteurs, ça serait impossible. Et en plus, admettons, on va faire tous les admettons du monde, il y arriverait. Vous devenez le roi d'un château de cartes. C'est-à-dire que instantanément, il n'y a plus de valeur. Non, si vous avez réussi à pirater Bitcoin, Bitcoin n'a plus de valeur. Donc à qui profite le crime? À personne. Alors okay. Et même personne pourrait le faire. Ouais, donc en fait, ce que vous dites, c'est donc on comprend que c'est. Vous venez de voler 0. Mais alors à quoi bon? Du coup, pourquoi est-ce que dans l'actualité, régulièrement, on entend dire que des hackers ont réussi à voler, subtiliser des milliers de bitcoins pour des sommes totalement faramineuses, en fait, par la force des choses? En fait, c'est très simple. Ça leur sert de courir? À quoi ça nous sert de courir après ces voleurs, finalement? Alors, en fait, c'est très simple. C'est que on a oublié ce que c'était la possession au profit de la propriété. Expliquer la différence entre les deux, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes propriétaire d'une dette à la banque. Vous ne possédez pas vos fonds, sauf quand vous les avez sous votre matelas. En crypto-monnaie, en Bitcoin, vous avez le choix entre les deux. Soit vous êtes propriétaire de votre Bitcoin, c'est-à-dire que vous les avez sur une plateforme régulée. Typiquement, par exemple, je vais parler d'Allemagne parce qu'ils peuvent, la Deutsche Bank qui va stocker vos bitcoins. S'ils se font pirater, la Deutsche Bank doit vous rembourser vos bitcoins. Enfin, vous avez une assurance de dire ces bitcoins étaient à vous, on vous les rend. Un peu comme si vous possédez une caverne ou un bâtiment. Si vous la possédez, tant que vous êtes devant avec votre massue, c'est à vous. Si vous partez qu'on vous la vole, c'est plus à vous. S'il y a 10 personnes qui viennent avec d'autres massues, c'est plus à nous non plus. La propriété, c'est quoi? C'est que si quelqu'un vient squatter votre caverne, c'est qu'il y a la force publique qui vient et qui dit non, ça c'est la propriété de monsieur Gabriel, merci de sortir, on vous envoie la force publique. En crypto, on a le choix entre les deux. Soit on peut conserver ses propres fonds avec un mot de passe qui va faire 24 mots sur un portefeuille personnel. Et là, il y a un risque de piratage et encore un peu plus important si on ne sait pas se défendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a plein de protections. De croire que d'agresser un entrepreneur crypto, comme on peut le voir beaucoup en France. A priori, c'est plutôt parce qu'on a perdu son code qu'on ne plus. Mais en tout cas, agresser un entrepreneur crypto en France, c'est très con parce qu'il y a vraiment beaucoup de moyens. Alors, effectivement, c'était. Alors, Dieu merci, on n'en entend plus parler. La vague semble être. Il y en a eu la semaine dernière. Ok, donc on continue, malheureusement. Ça continue. Alors, Florent, vous parlez de décentralisation, mais on comprend que. Le Bitcoin et l'Ethereum sont commercialisés par les plus grands fonds d'investissement de la planète. On comprend également que le coût du minage qui évolue, qui est élastique, qui actuellement prend plutôt de l'épaisseur, devient important. Et donc, du coup, les acteurs du mining aujourd'hui semblent être les grandes entreprises. Donc, on est en train, quand même, par la force des choses, de centraliser un peu le minage du Bitcoin. C'est vrai. C'est vrai. Le minage de Bitcoin se centralise de plus en plus dans des grandes entreprises. Et malheureusement ou heureusement, les humains ne sont pas faits pour se répandre sur la planète. Et vu qu'il y a une bipolarité de la planète, voire conflits géopolitiques un peu partout. Bipolarité également. Merci. Je cherchais le mot, je me suis dit, je vais en sortir. Et il est bipolaire aussi. Les Russes minent de plus en plus. Ils font une course au hash rate, clairement. Le hash rate, c'est la puissance. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est? Le hash rate, c'est la puissance de minage. Donc, la Russie est en train de miner de plus en plus de Bitcoin. Donc, ça se centralise également encore? Justement, c'est une course un peu entre les États-Unis, entre la Russie, l'Afrique est en train de miner de plus en plus, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Donc, en fait, ça passe d'une décentralisation du petit particulier qui minait chez lui avant à une centralisation qui est effectivement plutôt des grosses boîtes, mais de chaque pays. C'est ça qui est intéressant. Donc, en fait, ça reste décentralisé. C'est une monnaie qui n'appartient à personne, quand même. Elle n'a pas de patron, entre guillemets. Il n'y a pas de BCE qui peut dire, hop là, on rajoute de l'inflation. Exactement, effectivement. Voilà, et on fait de l'impression monétaire. Donc, non, je ne pense pas que ça se centralise dans des entreprises, ça devient un métier professionnel, mais la plupart des grosses entreprises comme nous, par exemple, on permet de faire de l'hébergement de machines pour des particuliers ou d'autres entreprises. Ça veut dire que nous, par exemple, on a une belle puissance de minage, mais elle n'appartient pas à Blob. D'accord, elle appartient à ses clients. Vous louez des capacités de minage, en fait. On loue des espaces. Exactement, nos clients vont acheter des machines. Du complètement. On pourrait le mettre comme du meublé, parce que ça s'amortit sur 3 ans les machines. On passe en charge l'électricité. Et de l'autre côté, on a un rendement passif en Bitcoin. Donc, les clients vont acheter des machines et vont les héberger chez nous dans une solution clé en main. Et tous nos confrères quasiment font ça. Vous êtes nombreux en France? On doit être 4 ou 5.
Donc donc c'est beaucoup ou pas, du coup? Non, je pense que C'est très peu, c'est ça? c'est peu, Ok. ouais, c'est peu. Ok. Mais parce qu'en France, on n'a pas de capacité de production. Donc en fait, compte, personne ne mine en France. Mm. Nous, on va miner en Islande, en Finlande, au Kazakhstan, Mm. aux États-unis, mais en France, Mais ça doit vous coûter non, bien moins cher, un justement. pognon fou, quoi. Non, bien moins cher. L'électricité est peu chère. Mm. En Finlande, par exemple, je vais donner cet exemple, parce que outre aux États-Unis, le fait de stabiliser les réseaux électriques, en Finlande, on a réfléchi, on a dit quel est notre déchet? Mm. Notre déchet, c'est la chaleur. Mm. Et ben en Finlande, ils ont du chauffage centralisé. Mm. Donc, ils ont un chauffage urbain. Mm. Et il y a des grands boilers, donc des cheminées, qui brûlent du bois ou de la tourbe en dehors des villes. Donc ça brûle du carbone, etc., CO2. Très propre. C'est pas très propre, non. Mais ça leur coûte moins cher que d'acheter l'énergie décarbonée du réseau nucléaire Français, par exemple. finlandais. Finlandais, pardon. Ou de l'énergie hydro. Ça leur coûte moins cher, à peu près 50 € le mégawatt, Mm. contre 60 € le mégawatt s'ils l'achetaient sur le réseau. Ça fait faire brûler le bois. Mm. La solution qu'ont apporté les mineurs de Bitcoin, c'est de dire arrêtez de brûler du bois. Nous, on vient avec nos machines directement, clairement au cul du circuit de chauffage, et on va vous envoyer avec un circuit hydraulique toute notre chaleur, on va vous la revendre à 30 € le mégawatt. Donc on divise par 2 le coût de notre électricité, on divise par 2 le coût de leur chauffage, et on annule complètement les cheminées à bois. Il n'y a plus du tout de carbone qui est émis dans l'atmosphère. C'est un modèle économique qui marche? Oui, ça marche complètement. Ça permet d'avoir une très bonne rentabilité. Et de l'autre côté, pareil, on se laisse, comme aux États-Unis, faire du curtailment et demand response. C'est de l'effacement. C'est-à-dire que l'énergéticien peut nous piloter, dire là, il est 19h, tout le monde vient d'allumer la cafetière, rentre chez lui et le chauffage. Le réseau est tendu, coupé. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais si on regarde la journée d'hier, ou avant-hier, on était à 53 €, moins 53 € en France le prix du mégawatt, mais à 19h, on était à 300 € le mégawatt. Il y a des pics. Ça, et le réseau ne s'est pas stocké, pas aussi rapidement en tout cas, et pas autant. Mm. Et du coup, le mineur se laisse piloter et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et l'autre rentabilité aussi, ça va être sur le flare gaz. Le flare gaz, le torchage, qu'est-ce que c'est? C'est un coproduit de l'industrie pétrolière. C'est les grandes torches qu'on peut voir brûler. C'est du méthane qui va s'échapper de la poche de pétrole. Ce méthane, il est brûlé parce que c'est 80 fois plus polluant que du CO2 dans l'atmosphère. Et c'est une combustion qui est imparfaite. Les mineurs, la solution qu'on a apportée, parce que personne veut tirer 2000 km de lignes de pylônes électriques pour 5 MW pendant 5 ans ou 10 ans, ça ne sert à rien. C'est pas rentable. Et en plus, avec la chute de tension, ça ne fonctionnera jamais de transporter. Non. Okay. Et ben nous, on vient directement, on absorbe 100% du méthane quasiment qui sort de cette torche, on éteint la torche, et nous, on fait une combustion parfaite avec des alternateurs sur place et on produit du Bitcoin directement sur place. Donc on est des vautours, hein. On cherche de l'énergie pas chère, fatale, excédentaire. Et c'est inépuisable, semble-t-il. Ah oui, complètement. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Florent Gabriel. Vous êtes cofondateur de Blob.io, également spécialiste du secteur des minages, des questions autour du mining. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt. Bonne journée. Nous, on va marquer une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite de la fin de cette édition.